Le salon du Grand Metropolitan Hotel n'avait jamais vu autant de luxe réuni en un seul endroit. Des cristaux autrichiens pendaient du plafond comme des étoiles capturées, reflétant la lumière de 1000 bougies sur des robes coûtant plus que des voitures importées. Thomas Ashford ajusta sa cravate en soie italienne, tout en observant les invités de sa fête de fiançailles. À 32 ans, il avait construit un empire technologique qui générait des milliards. Sa fiancée, Victoria Sterling, circulait parmi les hommes d'affaires avec l'élégance de quelqu'un né pour ce monde de champagne et de sourires calculés. Mais quelque chose n'allait pas ce soir-là. Thomas ressentait une oppression dans la poitrine que l'argent ne pouvait soulager. Cela faisait 8 mois que sa mère, Helena Ashford, était décédée dans des circonstances qu'il n'avait jamais profondément remises en question. Une crise cardiaque soudaine, avaient dit les médecins. Elle se trouvait dans la clinique privée la plus chère de la ville, recevant un traitement pour dépression. Quand il arriva à l'hôpital, elle était déjà dans un cercueil scellé. Victoria insista pour qu'il ne voie pas le corps. Le bruit du verre brisé fendit l'air comme un coup de feu. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée principale. Un garçon sale, vêtu de haillons et pieds nus, avait traversé la sécurité. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité effrayante. Il n'avait pas plus de 12 ans, mais portait sur ses épaules le poids de quelqu'un ayant déjà trop vu. 2 agents de sécurité se précipitèrent pour l'attraper, mais le garçon fut plus rapide. Il courut droit vers Thomas, esquivant les mains qui tentaient de l'arrêter. « Votre mère est vivante !» cria le garçon, sa voix résonnant contre les murs de marbre. « Je l'ai vue à la décharge. Elle est vivante. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. 300 personnes cessèrent de respirer en même temps. Thomas sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les paroles du garçon lui transpercèrent la poitrine comme des poignards de glace. Victoria s'approcha rapidement, son visage perdant une fraction de seconde sa couleur avant de recomposer le masque de préoccupation. « Thomas, mon chéri, ce garçon a clairement besoin d'aide médicale, » dit-elle en faisant signe aux agents de sécurité. « Il délire. Probablement faim ou maladie. » Mais Thomas ne pouvait détacher ses yeux du garçon. Il y avait quelque chose dans ce regard qui n'était pas folie. C'était vrai. Une vérité brute et désespérée qui brûlait comme le feu. « Je ne mens pas, » insista le garçon, luttant contre les bras qui tentaient de l'entraîner. « Elle m'a donné ça. Elle m'a fait promettre que je vous le remettrais. » D'un mouvement brusque, le garçon sortit quelque chose de la poche déchirée de son pantalon. C'était un chapelet. Mais pas n'importe quel chapelet. Thomas reconnut immédiatement. Les perles de bois sombre, usées par le temps et la foi. Le crucifix en argent avec une petite marque à l'arrière. Une marque qu'il avait lui-même gravée à 7 ans, en jouant avec l'outil de gravure de son grand-père. Sa mère n'avait jamais fait réparer. Thomas arracha l'objet des mains du garçon avec une force qui faillit le faire tomber. Ses doigts tremblaient en retournant le crucifix. Là, elle était. La petite étoile tordue qu'il avait gravée des décennies plus tôt. Son cœur s'emballa. L'air devint lourd. « Où as-tu eu ça ?» demanda Thomas, sa voix rauque. « Je te l'ai dit. Ta mère est à la décharge de Riverside. Elle fouillait les restes de nourriture quand je l'ai vue pour la première fois. Je pensais que c'était juste une autre sans-abri, mais elle a commencé à parler de toi. Elle a dit ton nom. Elle a dit que tu étais le propriétaire d'Ashford Technologies. Elle était malade, faible, mais ses yeux brillaient quand elle parlait de toi. » Victoria rit. Un rire contrôlé, parfaitement modulé pour paraître compatissant et inquiet à la fois. « Thomas, c'est ridicule. Tu as enterré ta mère. Il y a eu des funérailles. Certificat de décès. Tu laisses un garçon des rues manipuler tes émotions. » Mais quelque chose à l'intérieur de Thomas s'était brisé. Ou peut-être, pour la première fois depuis 8 mois, quelque chose s'était reconnecté. Il regarda Victoria et vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Une froideur dans les yeux. Une tension dans la mâchoire. Elle avait peur. « Faites sortir tout le monde d'ici, » ordonna Thomas, sa voix coupant l'air comme une lame. « Thomas, tu ne peux pas être sérieux, » protesta Victoria. « C'est ta fête de fiançailles. Nous avons des investisseurs, des politiciens. J'ai dit de faire sortir tout le monde. » Les agents de sécurité se regardèrent, confus. Thomas était connu pour son contrôle absolu. Il ne criait jamais. Il ne perdait jamais son sang-froid. Voir cet homme puissant s'effondrer en public était quelque chose que personne ne s'attendait à voir. « L'événement est terminé », annonça Thomas au salon. « Je remercie tout le monde pour sa présence. Veuillez partir. » Le murmure commença doucement et grandit comme une vague. Les smartphones furent levés. Des flashs crépitèrent. Victoria tenta de retenir le bras de Thomas, mais il s'éloigna comme si son toucher le brûlait. 15 minutes plus tard, le salon était vide. Il ne restait que Thomas,
le garçon et 2 agents de sécurité. Victoria était partie furieuse, disant qu'il commettait la plus grande erreur de sa vie. « Comment t'appelles-tu » demanda Thomas au garçon, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Daniel » répondit le garçon. « Daniel Costa. Je vis dans la rue depuis la mort de mon père. La décharge est là où je cherche à manger. C'est là que j'ai vu ta mère. Elle fouillait dans les sacs poubelles, mangeant des restes. Mais elle n'était pas comme les autres. Elle parlait différemment, se mouvait différemment. Même sale et vêtue de haillons, il y avait quelque chose en elle qui ne correspondait pas à cet endroit. » Thomas ferma les yeux, essayant d'absorber l'information. Sa mère, Helena Ashford, l'une des femmes les plus élégantes qu'il connaissait, vivant dans une décharge. Mangeant des restes. L'image était si absurde qu'une partie de lui voulait croire que c'était un mensonge. Mais le chapelet dans sa main racontait une autre histoire. « Pourquoi es-tu venu ici » demanda Thomas. « Elle me l'a dit. Ta mère m'a dit qu'aujourd'hui serait ta fête de fiançailles. Elle m'a fait mémoriser l'adresse. M'a fait promettre que je remettrais le chapelet et dirais la vérité. Elle a dit que tu douterais, mais que tu enquêterais aussi. Parce que tu as toujours été comme ça. Tu as toujours eu besoin de preuves. » Thomas sentit les larmes lui brûler les yeux. C'étaient les paroles de sa mère. Elle disait toujours qu'il était un sceptique né, qu'il devait voir pour croire. C'est pour cela qu'il réussissait si bien dans les affaires. Sauf en ce qui concernait sa mort. Il avait accepté tout sans questionner. Le certificat de décès signé par le docteur Caroline Bennett, la médecin privée de sa mère. Le cercueil scellé. Les funérailles rapides que Victoria avait organisées. Mais avait-il vraiment prêté attention ? Thomas se leva, rangeant le chapelet dans la poche intérieure de sa veste. Il pouvait sentir le poids de l'objet contre son cœur. « Daniel, » dit-il, regardant directement les yeux du garçon. « Tu vas m'emmener à cette décharge. Maintenant. » Monsieur Ashford, intervint un des agents de sécurité. Il est presque minuit. La décharge de Riverside n'est pas sûre à cette heure. Il y a des gangs, de la drogue. Je m'en fiche, répondit Thomas. Si ma mère est là, s'il y a ne serait-ce qu'une chance d'1% que ce soit vrai, je vais le découvrir. Daniel hocha la tête, un petit sourire de soulagement apparaissant sur son visage sale. C'était le sourire de quelqu'un qu'on avait enfin cru après avoir crié dans le vide trop longtemps. Alors qu'il quittait l'hôtel, Thomas sentit son téléphone vibrer sans cesse. Message de Victoria. Appel manqué de partenaires inquiets. Alerte de nouvelles sur le scandale à la fête. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Découvrir la vérité était tout ce qui comptait maintenant. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez et de quelle ville ou pays vous regardez. La limousine noire de Thomas coupait les rues de la ville comme une ombre silencieuse. Daniel était assis sur le siège en cuir, les yeux grands ouverts devant le luxe qui l'entourait. Il n'était jamais monté dans une voiture comme celle-ci. En réalité, il montait rarement dans des voitures. Sa vie se déroulait sur les trottoirs, dans les ruelles, dans les endroits où des gens comme Thomas Ashford ne mettaient jamais les pieds. « Tourne à gauche au prochain croisement », indiqua Daniel, sa voix petite dans cet espace immense. Thomas regardait par la fenêtre, voyant la ville se transformer à mesure qu'il s'éloignait du centre. Les bâtiments étincelants laissaient place à des constructions usées. Les lumières brillantes devenaient des lampadaires cassés. C'était comme passer dans un autre monde, un monde qui existait à quelques kilomètres seulement, mais qui restait invisible pour ceux qui vivaient au sommet. « Depuis combien de temps est-elle là » demanda Thomas, la voix tendue. « Je ne sais pas exactement. Je l'ai vue pour la première fois il y a 3 semaines. Mais d'après les autres sans-abri, elle était déjà là depuis des mois. La plupart évitent de lui parler. Ils pensent qu'elle est folle. Elle murmure seule, parlant de musique, de concerts. » Thomas sentit sa poitrine se serrer. Sa mère était pianiste. L'une des meilleures du pays. Elle avait joué dans des salles de concert internationales avant de se marier avec son père. Après sa mort, elle s'éloigna des scènes, mais jamais de la musique. Le piano était son refuge, sa thérapie, sa langue maternelle. Elle a dit autre chose sur moi. Daniel hésita, mordillant sa lèvre inférieure. Il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas dire. « Quoi » insista Thomas. « Dis tout. » Elle a dit que tu allais te marier avec la mauvaise femme. Que Victoria n'était pas celle que tu croyais. Elle pleurait quand elle en parlait. Elle disait qu'elle avait essayé de te prévenir, mais que personne ne l'avait cru. Les mots frappèrent Thomas comme des coups. Il se souvint des dernières conversations avec sa mère avant son hospitalisation. Elle s'était agitée lorsqu'il annonça les fiançailles. Elle disait que Victoria était fausse, qu'il y avait quelque chose de bizarre. Thomas pensa que c'était de la jalousie,
de la surprotection maternelle. Victoria suggéra qu'Elena avait une crise dépressive, qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle. C'est Victoria qui avait trouvé la clinique. C'est Victoria qui avait choisi la docteure Bennett. C'est Victoria qui s'était occupée de tous les détails. « Nous sommes arrivés », annonça Daniel. Le chauffeur se gara devant un portail rouillé. De l'autre côté, des montagnes d'ordures s'étendaient comme des dunes dans un désert toxique. L'odeur était insupportable même depuis la voiture. Thomas se couvrit le nez, sentant son estomac se retourner. « Vous êtes sûr ?» demanda le garde du corps. « Monsieur, cela pourrait être un piège. Les gangs utilisent ce genre d'appât pour kidnapper des gens riches. » Thomas ignora l'avertissement et ouvrit la porte. L'air chaud et fétide le frappa comme un mur. Il n'avait jamais rien ressenti de tel. C'était l'odeur de la pauvreté absolue, de l'abandon, de l'humanité jetée. Daniel sauta de la voiture avec familiarité, ses pieds nus touchant le sol immonde sans hésitation. Il commença à marcher entre les tas d'ordures, se retournant de temps en temps pour s'assurer que Thomas le suivait. « Elle reste souvent près de ce conteneur bleu », indiqua Daniel, pointant une structure rouillée à une 50aine de mètres. C'est là que les camions déversent les restes des restaurants du centre. La nourriture y est moins pourrie. Thomas trébucha sur quelque chose qu'il ne voulut pas identifier. Ses vêtements de marque étaient abîmés à chaque pas, mais cela n'avait pas d'importance. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Et si Daniel disait la vérité? Et si Elena était vraiment là, vivant comme un animal parmi les restes de la société? Ils passèrent devant des figures humaines courbées sur les ordures. Des gens qui ne levèrent même pas la tête pour les regarder. La misère leur avait volé jusqu'à la curiosité. Thomas sentit une vague de nausée qui n'avait rien à voir avec l'odeur. Comment avait-il laissé le monde arriver à ce point? Comment pouvait-il vivre dans son gratte-ciel alors que des gens dormaient littéralement dans les poubelles? Là, murmura Daniel, s'arrêtant brusquement. Thomas regarda dans la direction indiquée et sentit ses jambes fléchir. Une femme était accroupie près du conteneur bleu, ses mains salfouillant dans un sac plastique déchiré. Elle portait des vêtements qui avaient été blancs, maintenant tachés de brun et de noir. Ses cheveux, jadis blonds et brillants, pendaient en mèches sales et emmêlées. Mais Thomas reconnut sa posture. La façon dont elle inclinait légèrement la tête vers la gauche lorsqu'elle était concentrée. La manière dont ses doigts bougeaient, même en manipulant les ordures, avec une délicatesse qui ne correspondait pas à l'environnement. « Maman !» Sa voix sortit comme un souffle brisé. La femme se figea. Ses épaules se raidirent. Lentement, très lentement, elle tourna la tête. Les yeux d'Elena Ashford rencontrèrent ceux de son fils. Pendant un moment éternel, aucun des deux ne bougea. Thomas vit tout dans ce regard. Honte, soulagement, peur, amour, désespoir. Sa mère était vivante. Maigre, sale, détruite, mais vivante. « Thomas » murmura-t-elle, sa voix rauque et fragile. « Tu es venu. » Il courut. Ses chaussures italiennes s'enfoncèrent dans la boue toxique, ses genoux touchèrent le sol immonde, mais rien n'avait d'importance. Il l'enveloppa dans ses bras, sentant ses os saillants sous ses vêtements déchirés. Elena s'effondra contre lui, ses sanglots secouant son corps fragile. « Je croyais que tu étais morte », pleura Thomas, les larmes coulant librement sur son visage. « Je t'ai enterré. Comment es-tu là? Comment est-ce possible ?» Elena s'écarta légèrement, ses mains tremblantes tenant le visage de son fils. Ses yeux, malgré leur fatigue et leur creux, brillaient d'une intensité qu'il connaissait bien. « Ils m'ont drogué », dit-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. « À la clinique. La docteure Bennett me faisait des injections qui me faisaient dormir pendant des jours. J'entendais des conversations, mais je ne pouvais pas me réveiller complètement. J'ai entendu Victoria parler au téléphone. Elle planifiait tout. Elle disait qu'il fallait m'éliminer avant le mariage. Mais le certificat de décès, les funérailles. Ils m'ont drogué tellement que mon corps est entré dans un coma profond. Mes signes vitaux étaient presque imperceptibles. La docteure a déclaré ma mort. Mais je n'étais pas morte, Thomas. J'étais piégé dans mon propre corps, criant sans pouvoir émettre le moindre son. Thomas sentit la bile remonter dans sa gorge. L'image était trop horrible pour être assimilée. Sa mère consciente, prisonnière d'un corps qui ne répondait pas, tandis que tous autour planifiaient ses funérailles. Ils m'ont sorti de la clinique la nuit, continua Elena. J'ai entendu quand ils m'ont mise dans une camionnette. J'ai senti quand ils m'ont jetée ici. Je me suis réveillé 3 jours plus tard, seul, au milieu des ordures. Il m'a fallu des semaines pour pouvoir marcher à nouveau. Les drogues avaient détruit mon équilibre, ma coordination. Pourquoi n'as-tu pas cherché de l'aide?
Pourquoi n'es-tu pas allé à la police? Elena baissa les yeux, la honte envahissant son visage. J'ai essayé. Mais regarde-moi, Thomas. Qui croirait une femme sale, en haillons, disant qu'elle est Elena Ashford? Qu'elle a été déclarée morte, mais qu'elle est vivante? Ils m'ont traité de folle. Un policier m'a dit d'arrêter de prendre des drogues et d'inventer des histoires. Un autre m'a simplement ignoré. Thomas serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. La rage qu'il ressentait était si intense qu'il avait du mal à respirer. Victoria. La docteure Bennett. Elles avaient fait ça. Elles avaient volé sa mère, l'avaient jetée comme une ordure, puis avaient feint la compassion pendant qu'il pleurait sur un cercueil vide. J'ai rencontré Daniel il y a quelques semaines, dit Elena, touchant doucement la tête du garçon qui était là, observant tout avec de grands yeux écarquillés. Il a été le seul à me traiter comme un être humain. Il partageait sa nourriture avec moi. Il me protégeait des autres. Quand j'ai su pour ta fête de fiançailles, je lui ai demandé d'y aller. Je savais que tu ne croirais pas seulement des mots, mais le chapelet. Le chapelet était parfait, compléta Thomas. Personne d'autre ne connaît cette marque. Un bruit de moteur brisa le moment. Thomas se retourna et vit des phares approcher. Ce n'était pas sa limousine. C'était une camionnette noire sans identification. Son cœur s'emballa. « Courez !» cria le garde du corps, sortant son arme. Mais il était trop tard. 4 hommes sautèrent de la camionnette, tous armés. Ils n'étaient pas policiers. C'étaient des mercenaires. Des professionnels engagés pour un travail sale. « Monsieur Ashford, » dit l'un d'eux, sa voix calme et froide. « Mademoiselle Sterling a demandé que nous vous ramenions. Elle s'inquiète pour votre sécurité. » Thomas se plaça devant sa mère, la protégeant de son propre corps. « Dites à Victoria que je ne vais nulle part avant d'avoir découvert toute la vérité. » L'homme sourit. Un sourire qui n'atteignit pas les yeux. « Je crains que cela ne soit pas une demande, monsieur. » Thomas n'avait pas dormi cette nuit-là. Après que les mercenaires l'eurent ramené à l'hôtel, après que Victoria eut simulé le soulagement et l'inquiétude, après qu'elle eut convaincu que ces hommes étaient seulement des agents de sécurité privés engagés pour sa protection, il fit semblant d'y croire. Fit semblant d'être fatigué. Fit semblant qu'il allait dormir. Mais son esprit fonctionnait à toute vitesse. Il avait laissé Elena et Daniel cachés dans un hôtel discret en périphérie, payant en espèces pour éviter tout enregistrement. Son garde du corps personnel, Robert, un homme qui travaillait pour sa famille depuis 15 ans, était chargé de les protéger. Robert était l'un des rares en qui Thomas avait encore confiance. Maintenant, assis dans son bureau à 3 heures du matin, Thomas ouvrit son ordinateur portable et commença à fouiller. Si Victoria et la docteure Bennett avaient conspiré pour éliminer sa mère, elle devait avoir laissé des traces. Les gens laissent toujours des traces. Il commença par les registres financiers de la clinique. En tant que PDG d'une entreprise technologique, Thomas avait accès à des outils d'enquête que la police mettrait des semaines à obtenir. En moins d'1 heure, il trouva la première anomalie. 3 virements bancaires du compte personnel de Victoria vers une entreprise appelée Riverside Medical Solutions. 50 000 $ chacun. Les transferts avaient été effectués 2 semaines avant la supposée mort d'Elena. Thomas rechercha l'entreprise. Elle n'existait pas officiellement. C'était une façade, un nom fantôme utilisé pour déplacer de l'argent sale. Mais l'adresse enregistrée renvoyait à un petit bureau dans le même immeuble où la docteure Bennett tenait sa clinique privée. « Tu es négligente, Victoria », murmura Thomas pour lui-même. « Très négligente. » Il poursuivit ses recherches. Il trouva des emails supprimés sur le serveur de la clinique. Victoria ne savait pas que Thomas avait installé un système de sauvegarde dans le cloud lorsqu'il avait fait don des ordinateurs à l'institution l'année précédente. Tout ce qui était supprimé restait stocké. Les emails étaient une confession complète. La patiente doit être retirée définitivement. Sans trace. Pas de corps qui puisse être exhumé. Le protocole de sédation est prêt. Elle entrera dans un coma induit pendant 72 heures. Temps suffisant pour la déclaration de décès. Le transport est programmé. Équipe discrète. Dépôt au lieu convenu. Thomas sentit son estomac se retourner. Elle parlait de sa mère comme d'un déchet à éliminer. Et techniquement, c'est exactement ce qu'elles avaient fait. Elles avaient jeté Elena Ashford dans une décharge humaine, espérant qu'elle mourrait de faim, de maladie ou de violence. Mais Elena était plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. À 5 heures du matin, Thomas avait un dossier complet. Virement bancaire. Email. Dossiers médicaux falsifiés. Signature contrefaite. Même des images de caméras de sécurité montrant la camionnette quittant la clinique en pleine nuit. Il avait tout. Mais il ne pouvait pas simplement remettre ça à la police.
Victoria avait des connexions. Son père était un juge fédéral. Sa famille avait de l'influence sur des commissaires, des procureurs, des politiciens. Si Thomas faisait un faux mouvement, elle ferait tout disparaître et il n'obtiendrait jamais justice pour sa mère. Il lui fallait quelque chose d'incontestable. Quelque chose de public. Quelque chose qui ne pourrait pas être étouffé. Son téléphone sonna. C'était Robert. Monsieur Ashford, nous avons un problème. 2 hommes surveillent l'hôtel. Ils sont arrivés il y a 1 heure. Ils sont dans une voiture noire, clairement en train d'observer l'entrée. Thomas ferma les yeux. Victoria traquait Helena. Elle ne pouvait pas permettre que la vérité éclate. Sortez ma mère et Daniel de là. Utilisez la sortie de service. Emmenez-les à l'entrepôt de l'entreprise à Westfield. Personne ne les cherchera là-bas. Bien reçu. Et vous? Je vais donner à Victoria exactement ce qu'elle veut. Un faux sentiment de sécurité. Thomas raccrocha et respira profondément. Il était temps de devenir ce qu'il détestait le plus, un menteur. Mais si mentir pouvait sauver sa mère, il le ferait avec conviction. À 8 heures du matin, Victoria entra dans la chambre. Elle portait un peignoir en soie blanche, ses cheveux parfaitement coiffés même à cette heure. Elle sourit en voyant Thomas, mais il nota la tension dans ses yeux. Elle était inquiète. « Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi ?» Thomas força un sourire fatigué. « Pas vraiment. Je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé hier. Ce garçon, le chapelet, je... » Victoria s'assit à côté de lui sur le lit, prenant sa main avec une fausse tendresse. « Je comprends. C'était traumatisant. Mais tu dois comprendre que ce garçon t'a manipulé. Il a probablement volé le chapelet sur la tombe. Les enfants des rues font ce genre de choses. Ils étudient les avis de décès, visitent les cimetières, volent des objets pour monter des arnaques. » Thomas hocha lentement la tête, comme s'il commençait à y croire. « Tu as peut-être raison. J'étais tellement désespéré d'avoir une réponse, un espoir, que tu as cru à une fantaisie, » compléta Victoria en serrant sa main. « C'est compréhensible. Tu aimais ta mère. La douleur de la perte t'a rendu vulnérable. Et cette femme dans la décharge. » Victoria hésita une fraction de seconde. Mais Thomas le remarqua. Probablement une sans-abri que le garçon a convaincu de participer à l'arnaque. Ces gens font n'importe quoi pour de l'argent ou de la nourriture. Thomas acquiesça, feignant le soulagement. « Tu as raison. J'ai été irrationnel. Désolé d'avoir gâché notre fête. » Victoria sourit, et cette fois le sourire était sincère. Elle croyait avoir gagné. « Ce n'est rien, mon amour. L'important, c'est que maintenant tu vois les choses clairement. Et si on reprogrammait les fiançailles? Quelque chose de plus intime cette fois. Juste la famille proche et les amis. Ce serait parfait. » Ils s'embrassèrent, et Thomas eut honte de lui-même. Mais c'était nécessaire. Victoria devait croire qu'il avait renoncé, qu'elle était en sécurité. Durant les 3 jours suivants, Thomas joua parfaitement le rôle du fiancé amoureux. Lui et Victoria dînaient ensemble, planifiaient le mariage, discutaient de la lune de miel. Ils souriaient, acquiesçaient, faisaient semblant que tout allait bien. Mais dans l'ombre, ils construisaient quelque chose de bien plus grand. Thomas contacta James Miller, un journaliste d'investigation qu'il connaissait depuis l'université. James était connu pour exposer les scandales corporatifs et avait une crédibilité absolue. Plus important encore, il détestait la corruption autant que Thomas détestait désormais Victoria. « Tu es sûr de ces preuves ?» demanda James lorsqu'ils se rencontrèrent secrètement dans un café de la périphérie. « Absolument. Et j'ai la victime vivante pour tout prouver. » James siffla doucement. « C'est énorme, Thomas. On va détruire beaucoup de réputations. Tu es prêt pour les conséquences ? » ?»« Plus que prêt. Je veux que ce soit diffusé en direct. Sans possibilité de censure ou d'interférence. » James sourit. « Je connais exactement la plateforme. Nous avons un spécial en direct dans 2 jours. En prime time. Des millions de téléspectateurs. Une fois lancé, impossible de l'arrêter. » Thomas contacta également un grand avocat pénaliste, Marcus Shen, célèbre pour n'avoir jamais perdu un procès. Il lui montra toutes les preuves, expliqua toute la conspiration. « C'est suffisant pour une condamnation, » dit Marcus, ses yeux brillants à l'idée d'un dossier aussi important. Tentative d'homicide, fraude, falsification de documents, conspiration. Victoria Sterling et la Dr Bennett passeront des décennies en prison. Je veux que la procédure soit ouverte au moment exact où le reportage sera diffusé. Sans préavis. Sans possibilité de fuite. Je peux faire ça.
J'ai des contacts au ministère public qui vont adorer cette affaire. Pendant ce temps, Thomas transféra secrètement Elena dans une clinique privée d'un autre État, sous un faux nom. Elle reçut un traitement médical approprié, de la nourriture, des vêtements, de la dignité. Daniel resta avec elle, agissant comme son petit-fils temporaire. Les médecins furent horrifiés par l'état d'Elena, mais impressionnés par sa résistance. « C'est une survivante », déclara le médecin-chef à Thomas. « Je ne sais pas comment elle a tenu des mois dans ces conditions. La plupart seraient morts la première semaine. » La veille de la diffusion, Thomas dîna avec Victoria dans leur restaurant préféré. Elle était rayonnante, parlant de la robe de mariée qu'elle avait choisie, de la liste des invités, du voyage aux Maldives. Thomas la regardait parler et ressentait de la pitié. Non pas pour elle, mais pour la personne qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas choisi la cupidité plutôt que l'humanité. « Je t'aime », dit Victoria en prenant sa main sur la table. Thomas sourit. « Demain, tout va changer », répondit-il. Et il disait la vérité absolue. Le studio de la National News Network était plein. Des techniciens couraient d'un côté à l'autre, ajustant les caméras et les microphones. James Miller relisait ses notes pour la 10e fois, le cœur accéléré par l'ampleur de ce qu'il était sur le point de révéler. C'était la plus grande affaire de sa carrière. Thomas regardait sur un moniteur dans les coulisses. Elena était à ses côtés, vêtue d'un élégant tailleur qu'il avait acheté pour elle. Ses cheveux étaient propres et coupés, son visage avait retrouvé un peu de couleur. Elle était encore maigre, fragile, mais il y avait une force dans ses yeux que l'argent ne pouvait pas acheter. C'était la force de quelqu'un qui avait survécu à l'enfer. « Tu es sûr ?» demanda Thomas pour la 3e fois. Elena serra la main de son fils. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Elle a essayé de me tuer, Thomas. Elle doit en répondre. » Daniel était assis de l'autre côté, vêtu de vêtements neufs. Le garçon qui avait envahi une fête de gala était maintenant sur le point de témoigner à la télévision nationale. Il était nerveux, mais déterminé. À ce moment précis, à 200 km de là, Victoria Sterling se trouvait dans un spa de luxe. Elle avait réservé une journée complète de soins pour célébrer ce qu'elle considérait comme sa victoire. Thomas était complètement convaincu que sa mère était morte. Le mariage aurait lieu dans 3 semaines. Dans 6 mois, elle aurait le contrôle total de la fortune Ashford. Elle n'avait aucune idée de ce qui était sur le point d'arriver. « Nous sommes en direct dans 30 secondes », annonça le réalisateur. James Miller ajusta sa cravate et regarda directement la caméra principale. La lumière rouge s'alluma. « Bonsoir. Je suis James Miller et aujourd'hui nous avons une histoire qui va choquer la nation. Une histoire de trahison, de conspiration et une tentative d'assassinat impliquant l'une des familles les plus riches du pays. » Dans des millions de foyers, les gens s'arrêtèrent. Le ton de la voix de James promettait quelque chose d'extraordinaire. Il y a 8 mois, Elena Ashford, mère du milliardaire Thomas Ashford, a été déclarée morte. Il y a eu des funérailles. Il y a eu un deuil. Il y a eu un certificat de décès signé par la respectée docteure Caroline Bennett. James marqua une pause dramatique. Mais Elena Ashford n'est pas morte. Elle a été droguée, déclarée morte de manière frauduleuse et jetée dans une décharge pour mourir. Et aujourd'hui, en direct, elle est ici pour raconter son histoire. La caméra se déplaça pour révéler Elena assise à côté de James. L'impact fut instantané. Les réseaux sociaux explosèrent. Les téléphones des rédactions commencèrent à sonner sans arrêt. Au spa, une employée courut jusqu'à Victoria. « Mademoiselle Sterling, vous devez voir ça. » Victoria était dans un jacuzzi, un verre de champagne à la main. Elle attrapa la tablette que l'employé lui tendait et faillit la laisser tomber dans l'eau. Son visage perdit toute couleur. « Non », murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. » À l'écran, Elena commença à parler. Sa voix était calme, claire, chaque mot mesuré et puissant. « Je m'appelle Elena Ashford. J'ai été déclarée morte le 15 mars de cette année. Mais comme vous pouvez le voir, je suis très vivante. Et je suis ici pour dénoncer les personnes qui ont tenté de m'assassiner. » James se pencha en avant. « Madame Ashford, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Elena prit une profonde inspiration. « J'étais à la clinique Riverside, recevant un traitement pour dépression. Ma future belle-fille, Victoria Sterling, insistait pour que je sois traité par la docteure Caroline Bennett. Je ne le voulais pas, mais mon fils faisait confiance à Victoria. Alors j'ai accepté. Et que s'est-il passé à la clinique ? La docteure Bennett a commencé à me donner des injections. Elle disait que c'était des antidépresseurs, mais je me sentais de plus en plus mal. Je dormais pendant des jours entiers. Quand j'étais éveillé,
J'entendais des conversations. Victoria venait souvent me rendre visite. Je l'ai entendu parler au téléphone de supprimer des obstacles, de garantir le patrimoine. La caméra captura les larmes dans les yeux d'Elena, mais sa voix ne trembla pas. Puis, une nuit, la docteure Bennett m'a donné une injection différente. J'ai senti mon corps se paralyser. J'étais consciente, mais je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais même plus cligner des yeux. J'ai entendu quand elle a déclaré ma mort. J'ai entendu quand elle a dit à mon fils que mon cœur s'était arrêté. Victoria était maintenant debout, criant dans son téléphone. Éteignez ça. Coupez cette émission. Poursuivez la chaîne. C'est de la diffamation. Mais personne ne pouvait couper une émission en direct. James montra des documents à la caméra. Nous avons ici des transferts bancaires de Victoria Sterling vers une société fantôme enregistrée à la même adresse que la clinique de la Dr Bennett. 150 000 $. Nous avons des courriels entre les deux planifiant ce qu'elles appelaient la « suppression permanente de la patiente ». Nous avons des images de sécurité montrant une camionnette retirant un corps de la clinique à l'aube. Daniel fut appelé sur le plateau. Le garçon raconta comment il avait trouvé Elena dans la décharge, comment elle lui avait donné le chapelet, comment il avait envahi la fête de gala. Elle mangeait des ordures, dit Daniel, la voix tremblante. Une dame qui devrait être dans une belle maison, jouant du piano, mangeait des restes de nourriture pourrie. Et personne ne s'en souciait. Tout le monde passait à côté d'elle comme si elle était invisible. Les réseaux sociaux étaient en flammes. Des hashtags comme Justice pour Elena et Victoria en prison étaient en tendance mondiale. Des manifestants commencèrent à se rassembler devant l'immeuble où vivait Victoria. Au spa, Victoria tenta de fuir par la sortie arrière. Mais la police était déjà là, en attente. Marcus Chen avait parfaitement chronométré. Au moment exact où l'émission avait commencé, des mandats d'arrêt avaient été émis. Victoria Sterling, dit le commissaire, les menottes à la main. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, conspiration, fraude et falsification de documents. Victoria tenta de garder son sang-froid, mais son masque se fissura enfin. Vous ne comprenez pas. Cette vieille était dans le chemin. Thomas est à moi. La fortune est à moi. Je le méritais. Les caméras d'actualité qui avaient suivi la police capturèrent chaque mot. Sa confession fut diffusée en direct dans tout le pays. Au même moment, la docteure Caroline Bennett fut arrêtée dans son cabinet. Elle tenta de supprimer des dossiers, de détruire des preuves, mais il était trop tard. Thomas avait tout copié. De retour au studio, James posa la question finale. « Madame Ashford, qu'aimeriez-vous dire aux personnes qui vous regardent ?» Elena regarda directement la caméra. Ses yeux, qui avaient vu le pire de l'humanité, brillaient maintenant de détermination. « Je veux dire qu'il y a des milliers d'Elena dans le monde. Des personnes rejetées par la société. Des personnes vivant dans des décharges, dans les rues, dans des abris. Elles sont invisibles jusqu'à ce que quelqu'un décide de les voir. Daniel m'a vu. Il m'a traité comme un être humain alors que le monde avait décidé que j'étais un déchet. Et si un enfant de 12 ans peut avoir cette compassion, pourquoi les adultes ne le pourraient-ils pas? L'émission se termina sur une image puissante. Elena et Daniel se tenant la main, Thomas à leur côté. Une famille formée non par le sang, mais par le choix et la survie. Cette nuit-là, Victoria et la Dr Bennett furent officiellement inculpés. Les preuves étaient si accablantes que même leurs avocats coûteux ne purent les aider. Le procès fut fixé à 3 mois plus tard. Thomas était dans son appartement, regardant la ville illuminée par la fenêtre. Sa mère était dans la chambre d'Axe en grave côté, enfin en sécurité. Daniel dormait sur le canapé, refusant de s'éloigner d'Elena. Son téléphone sonna. C'était l'avocat. Thomas, le juge a refusé la libération sous caution pour les deux. Elles resteront en prison jusqu'au procès. Et avec la confession de Victoria diffusée en direct, il n'y a aucun moyen pour elle d'échapper à la justice. Nous parlons d'au moins 20 ans de prison. Thomas raccrocha et se permit, pour la première fois depuis des mois, de se détendre. Ce n'était pas encore fini. Le procès viendrait. Mais la vérité était révélée. Sa mère était vivante et en sécurité. Et les personnes qui avaient tenté de la détruire étaient exactement là où elles méritaient d'être. Derrière les barreaux. 3 mois plus tard, le tribunal était complètement rempli. Des journalistes venus du monde entier se bousculaient pour obtenir une place. L'affaire d'Elena Ashford était devenue le procès du siècle. Non seulement pour la tentative d'assassinat, mais pour ce qu'elle représentait, l'abîme entre riches et pauvres, la facilité avec laquelle des vies pouvaient être jetées, et le pouvoir de la vérité lorsqu'elle éclate enfin. Victoria Sterling entra dans le tribunal, les poignets menottés.
Ses cheveux parfaits étaient désormais en bataille. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par un uniforme orange de prisonnière. Ses yeux, autrefois brillants d'ambition, ne portaient plus que du désespoir. À ses côtés, la docteure Caroline Bennett gardait la tête basse, incapable de regarder les caméras. Elena était assise au premier rang, entre Thomas et Daniel. Elle avait repris du poids. Son visage avait retrouvé de la couleur. Mais les marques de ces mois passés dans la décharge ne disparaîtraient jamais complètement. C'étaient des cicatrices invisibles qu'elle porterait à jamais. Le juge frappa du marteau. Le tribunal est ouvert. Nous commençons par le témoignage de la victime. Elena se leva et marcha jusqu'à la barre des témoins. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle jura de dire la vérité. Mais lorsqu'elle commença à parler, sa voix était ferme. Pendant 2 heures, elle raconta chaque détail. Les injections, la paralysie, le moment terrifiant où elle entendit sa propre mort être déclarée. La sensation de se réveiller dans la décharge, seule, sans savoir si quelqu'un viendrait la chercher. Je ne savais pas si mon fils penserait que j'étais morte pour toujours, dit Elena, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Je ne savais pas s'il avait des doutes, s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Je savais juste que si j'abandonnais, si je mourais là, dans ce lieu horrible, Victoria aurait gagné. Et je ne pouvais pas laisser cela arriver. Victoria resta impassible pendant le témoignage, mais son avocat transpirait visiblement. Aucune défense n'était possible. Les preuves étaient accablantes. La confession télévisée avait scellé son sort. Daniel témoigna ensuite. Le garçon, maintenant vêtu correctement et avec une coupe de cheveux décente, parla de la façon dont il avait trouvé Elena, comment elle lui avait demandé de l'aide, comment il avait envahi la fête même sachant qu'il pourrait être arrêté. « Je devais faire quelque chose », dit Daniel en regardant directement le jury. C'était la première personne qui m'avait traité comme si j'avais de l'importance. La plupart des gens regardent les enfants des rues comme si nous étions invisibles. Mais elle m'a vu. Alors je devais faire en sorte que d'autres personnes la voient aussi. Le procès dura 5 jours. À la fin, le jury eut besoin de seulement 2 heures pour délibérer. Nous déclarons l'accusée Victoria Sterling coupable de toutes les accusations. Le même verdict fut rendu pour la docteure Bennett. Le juge ajusta ses lunettes et regarda directement les 2 femmes. Vous n'avez pas seulement tenté de ôter la vie d'une femme innocente. Vous l'avez jetée comme un déchet. Vous avez exploité sa vulnérabilité, abusé de la confiance de sa famille et conspiré avec une froideur calculée. Ce tribunal condamne Victoria Sterling à 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 15 premières années. Docteur Caroline Bennett, vous avez trahi votre serment de médecin. Je vous condamne à 20 ans de prison et à la révocation permanente de votre licence médicale. Le marteau frappa. Victoria cria, protesta, mais fut traînée hors de la salle. La docteure Bennett s'effondra simplement en pleurant. Elena ne ressentit ni satisfaction, ni joie. Elle ne ressentit qu'un profond soulagement. La justice avait été rendue. Dehors, des centaines de personnes applaudirent lorsqu'Elena sortit. Des pancartes de soutien remplissaient les trottoirs. D'autres sans-abri, des personnes qui avaient été invisibles comme Elena, étaient là pour témoigner que leur vie comptait. 6 mois plus tard, la vie avait changé de manière que personne n'aurait pu prévoir. Thomas avait acheté l'ancienne demeure de la famille Ashford, la maison où il avait grandi, où sa mère lui avait joué du piano pour la première fois. Mais il ne l'avait pas transformée en résidence privée. Il en avait fait quelque chose de bien plus grand. La maison Elena était maintenant un centre communautaire et une école de musique pour enfants des rues. Il y avait des chambres où les jeunes pouvaient dormir en sécurité. Une cuisine servait 3 repas par jour. Des salles de classe où ils apprenaient non seulement la musique, mais aussi les mathématiques, les sciences et des compétences pour la vie. Et au cœur du bâtiment, une salle de musique avec un magnifique piano à queue. Elena y jouait chaque après-midi. Ses doigts, qui autrefois fouillaient les déchets à la recherche de nourriture, dansaient maintenant sur les touches avec la grâce qui ne l'avait jamais complètement quittée. Les enfants s'asseyaient autour, certains essayant d'apprendre, d'autres simplement à écouter. La musique remplissait les couloirs où autrefois ne régnait que le silence et la douleur. Daniel y vivait. Thomas avait officiellement lancé le processus d'adoption. Le garçon qui n'avait personne avait maintenant une famille. Il étudiait le jour et aidait les plus jeunes le soir. Il comprenait leur lutte car il avait vécu les mêmes. « Tu as sauvé ma vie », dit Elena à Daniel un après-midi, tandis qu'il pratiquait des gammes au piano à côté d'elle. Daniel secoua la tête. « Tu as sauvé ta propre vie. Tu as survécu. Tu t'es battu. Moi, je n'ai été que le messager. » Elena sourit et ébouriffa les cheveux du garçon. « Alors tu as été le messager le plus important qui ait jamais existé. »
Thomas changea lui aussi. Il s'était éloigné des affaires, laissant des cadres de confiance gérer l'entreprise. Maintenant, il consacrait son temps et ses ressources à des causes sociales. Il ouvrit des refuges dans 5 villes différentes, finança des programmes alimentaires et créa des bourses pour les jeunes en situation de rue. Mais surtout, il apprit à voir. Il ne passait plus devant les sans-abri sans les remarquer. Il les voyait, parlait avec eux, écoutait leurs histoires. Chaque personne avait une histoire, une raison d'être là, des rêves détruits ou retardés. Je vivais dans une bulle, admit-il lors d'une interview quelques mois après le procès. Je pensais comprendre le monde parce que j'avais de l'argent et du succès. Mais je ne voyais rien. Il m'a fallu presque perdre ma mère pour enfin ouvrir les yeux. 1 an après cette fatidique nuit de la fête de gala, la Maison Helena organisa son premier concert public. La salle était pleine. Des hommes d'affaires, des politiciens, des familles ordinaires, tous étaient venus pour assister. Mais les véritables protagonistes étaient les enfants. 20 jeunes qui avaient été sauvés des rues, nourris, éduqués et aimés, jouaient maintenant d'instruments avec une compétence croissante. Ils n'étaient pas parfaits. Certaines notes étaient fausses. Certains rythmes trébuchaient. Mais la passion était indéniable. Helena termina le concert en jouant une pièce qu'elle avait composée. Elle s'appelait « Renaissance ». Elle parlait de mort et de résurrection. D'être rejetée et de retrouver sa valeur. De tout perdre et découvrir que l'essentiel ne peut jamais être retiré. Lorsque les dernières notes résonnèrent dans la salle, aucun œil ne resta sec dans le public. Après le concert, une femme s'approcha d'Helena. Elle était plus jeune, vêtue simplement, les yeux fatigués. « Merci, » dit la femme. « Mon fils était dans les rues pendant 6 mois. Je ne savais pas où il était. Jusqu'à ce qu'il vous voie à la télévision et décide de chercher de l'aide. Maintenant, il est ici. Il est en sécurité. Il joue du violon. Vous me l'avez ramené. » Helena prit la femme dans ses bras, tandis que toutes deux pleuraient. Cette nuit-là, avant de dormir, Daniel entra dans la chambre d'Helena. Il avait encore parfois des cauchemars, et elle lui faisait toujours savoir que sa porte était ouverte. « Penses-tu que nous avons pu changer quelque chose ?» demanda Daniel, s'asseyant au bord du lit. Helena réfléchit un instant. « Nous n'avons pas changé le monde entier. Il y a encore des milliers d'enfants dans les rues. Il y a encore de l'injustice. Il y a encore des gens qui jettent les autres comme des déchets. Mais nous avons changé le monde pour les 20 enfants qui dorment dans cette maison aujourd'hui. Et peut-être qu'ils changeront le monde pour 20 autres. Et ainsi de suite. » Daniel sourit. « Ça me semble suffisant. » « Plus que suffisant. C'est tout. » Alors que Daniel retournait dans sa chambre, Helena regarda par la fenêtre. La ville s'étendait devant elle, pleine de lumière et d'ombre, de richesse et de pauvreté, de beauté et de douleur. Elle avait vu le pire que le monde avait à offrir. Elle avait dormi dans les déchets littéraux de la société. Mais elle avait aussi vu le meilleur. Elle avait vu un garçon risquer tout pour sauver une inconnue. Elle avait vu son fils abandonner la cupidité pour l'amour. Elle avait vu des communautés s'unir pour protéger les vulnérables. Et si ces choses pouvaient exister dans le même monde qui avait produit Victoria Sterling, alors il y avait de l'espoir. Il y avait toujours de l'espoir. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé et d'où vous regardez. Votre participation fait toute la différence et nous aide à continuer à raconter des histoires qui comptent vraiment.